Un jeune homme est terrassé par des maux violents sous les yeux de ses médecins impuissants qui le voient mourir à petit feu. Je craignais d'être face à une pathologie irréversible que nous serions incapables de traiter. Les étranges symptômes provoquent des douleurs insoutenables. La douleur était intolérable. On ne pouvait même pas le toucher. Ces médecins se livrent à une véritable course contre la montre pour identifier cette étrange maladie avant que leurs patients n'en meurent. En août 1991, dans la petite ville de Wilkes-Barre, en Pennsylvanie. En cette fin d'après-midi, Bobby et son frère David se rendent dans un bar après une longue journée de travail. Ils effectuent des travaux dans la maison où Bobby vient d'emménager avec sa nouvelle femme, Joanne. Pour les frères Curley, c'est un jour comme les autres. On parlait surtout de chasse et de pêche, et aussi de boulot. On discutait de ce qu'on allait faire le lendemain. Mais cette fois, le rituel est bouleversé. Ce jour-là, ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'était pas dans son assiette. Il était comme absent. Bobby ne va pas bien du tout. Il a commencé à dire qu'il ne se sentait pas bien et que ses pieds lui faisaient mal. Il n'arrive même pas à finir son verre. Quand il s'est plaint d'avoir mal aux pieds, je ne savais pas ce que ça pouvait être. J'ai cru à un problème articulaire. Bobby rentre chez lui plus tôt que d'habitude. Il ne sait pas encore qu'il vit les premiers symptômes d'une terrifiante maladie. Il croit qu'il ne couvre qu'une banale grippe. Il a du mal à conduire. En arrivant chez lui, il se sent toujours aussi mal. Son épouse, Joanne, s'inquiète de le voir si mal en point. Ils ne sont mariés que depuis quelques mois et elle est toute dévouée à son époux. Il semblait avoir trouvé l'âme sœur et nous étions très heureux pour lui. C'était une gentille fille. Bobby disait toujours « Maman, je vais me trouver une femme comme toi ». Il nous a présenté Joanne et elle nous a plu. Bobby décide d'aller se coucher immédiatement. Une bonne nuit de sommeil le remettra sur pied. Mais au matin, il n'y a aucune amélioration. Au contraire, Bobby se sent encore plus mal. Ses proches croient qu'il est victime de surmenage. Depuis longtemps, ils lui reprochent d'en faire trop et de ne pas se ménager. Je lui disais « Bobby, en plus de tes chantiers, tu fais des travaux dans ta maison. Tu travailles sans arrêt. Tu as besoin de te reposer. Tu as l'air très fatigué. » D'habitude, un solide petit déjeuner suffit à Bobby pour refaire le plein d'énergie. Mais aujourd'hui, rien n'est pareil. Bobby est-il simplement surmené ou a-t-il quelque chose de plus grave? Il n'a aucun appétit. Il se persuade que ce n'est qu'une grippe. C'était des symptômes comme ceux de la grippe. Il ne se sentait pas bien, il avait mal à la tête. Mais rien de bien méchant, rien qui sortait de l'ordinaire. Quelques jours plus tard, Bobby va voir son médecin de famille. Il lui explique que sa femme et sa fille ont récemment eu la grippe et qu'elles l'ont peut-être contaminée. Le médecin partage cet avis. Cependant, il ne s'explique pas la sensation d'engourdissement que Bobby éprouve dans les mains et les pieds. Ce virus grippal semble décidément coriace. La santé de Bobby se dégrade chaque jour davantage. Il ne savait pas ce qu'il avait, il se sentait mal. Il s'est mis à vomir beaucoup. Et il avait très mal aux mains et aux pieds. Étrange grippe qui provoque des douleurs aux extrémités.
Il allait de plus en plus mal. Et il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. En quelques semaines, la curieuse maladie de Bobby s'aggrave. Une douleur fulgurante lui déchire la poitrine. Joanne se précipite auprès de lui. Mais aussi soudainement qu'elle est apparue, la douleur s'estompe. Bobby s'effondre sur le canapé, tandis que Joanne lui apporte sa boisson préférée, du thé glacé. L'étrange crise est passée. Mais Bobby est terrifié. Il appelle un collègue de travail. Bobby m'a demandé ce qu'on éprouve lors d'une crise cardiaque, parce que j'en avais fait une auparavant. Je lui ai dit, on éprouve une sensation d'oppression dans la poitrine et des douleurs au bras. Il a dit qu'il n'avait aucun de ces symptômes, qu'il avait la sensation d'être en feu, qu'il avait mal aux pieds et aux mains, et que la marche lui causait une douleur intolérable. Les étranges sensations de brûlure se font si intenses que Joanne prend peur. Elle décide de conduire immédiatement son mari aux urgences. Bobby m'a dit que c'était comme si ses bras et ses jambes étaient piqués de milliers d'aiguilles, en 100 fois pire. Il avait tellement mal qu'il ne supportait même pas qu'on le touche. Il pleurait de douleur. Bobby a l'impression d'être agressé par son propre corps. Quelle peut être la cause de douleurs aussi intenses? Les médecins ne parviennent pas à expliquer à sa famille l'origine de ces curieux symptômes. Nous étions tous perplexes parce que nous ne comprenions pas ce qu'il avait. Ces symptômes ne collaient avec aucun des diagnostics évoqués. Les médecins interrogent leurs patients sur ses activités récentes. Ils apprennent qu'il est électricien et qu'avec l'aide de son frère, il est en train de rénover sa maison, construite il y a plus de 60 ans. Sa maladie serait-elle liée aux travaux qu'il effectue chez lui? Nous faisions des travaux dans sa maison et il n'y avait aucun problème. Et puis un jour, il a commencé à se sentir malade. David Curley voit bien que son frère cadet n'est pas dans son état normal. Au fil des jours, il a beaucoup ralenti son rythme. Il ne savait pas ce qui se passait. Il ne se sentait tout simplement pas bien. Il avait beaucoup de vomissements. Ses pieds et ses mains lui faisaient mal. Bobby serait-il victime d'une substance toxique? Sa maison serait-elle à l'origine de ces terribles douleurs, au point de mettre sa vie en jeu? Au bout de plusieurs semaines de souffrance intolérable, Bobby est admis à l'hôpital. Le patient qui partage sa chambre se rend compte immédiatement que Bobby va très mal. Il semblait un peu confus, y compris sur le motif de son hospitalisation ou de sa maladie. Il éprouvait de terribles douleurs, il se sentait très mal et son état semblait empirer au moindre mouvement. La famille de Bobby vient le voir peu de temps après. Bobby était dans un état épouvantable quand je l'ai vu étendu dans son lit. Il avait l'air exténué. On pouvait lire la souffrance sur ses traits. J'ai voulu le prendre dans mes bras et il m'a dit « Non, Sue, s'il te plaît, j'ai trop mal. » Même les infirmières ne parviennent pas à le soulager. Il disait « J'ai mal » ou « Qu'on me touche, j'ai mal, vous me faites mal ». Les proches de Bobby sont fous d'inquiétude. Quant à lui, il n'en peut plus de subir ce calvaire sans comprendre. Bobby était à bout de nerfs. Il m'a dit « Sue, ils ne savent pas ce que j'ai. Qu'est-ce que je vais devenir? » Les médecins énoncent enfin un diagnostic possible. Ils n'avaient pas de certitude formelle quant à la maladie de Bobby. Ils pensaient à un syndrome de Guillain-Barré, mais ils n'en étaient même pas sûrs. Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie grave où le système immunitaire s'attaque au système nerveux de l'organisme. Pour confirmer le diagnostic, un médecin pratique une ponction lombaire.
Pendant la ponction lombaire, ils avaient tiré le rideau. Donc, je ne voyais pas ce qui se passait. Mais je les entendais lui dire qu'il devait éviter de bouger et de s'asseoir pendant plusieurs heures. Alors, après, je lui parlais. Je lui rappelais de bouger avec précaution, de ne pas s'asseoir pour éviter les maux de tête dont il lui avait parlé. Ce soir-là, Joanne vient voir son mari. Elle lui apporte de la pizza et du thé glacé dans l'espoir que ces gâteries réveilleront son appétit. À travers le rideau fermé, Richard entend Joanne encourager son mari à manger et à boire. Bobby semble réconforté par la visite de sa femme. Elle semblait lui prodiguer beaucoup de tendresse. Ce soir-là, il avait l'air d'aller mieux et d'avoir meilleur moral que dans la journée. Mais dans la nuit, tout change. Le silence de la chambre est soudain déchiré par les cris de Bobby Curley. Les sons que j'ai entendus cette nuit-là traduisaient des souffrances intolérables. C'était indescriptible. Et je souhaite ne plus jamais entendre des cris pareils de toute ma vie. On aurait dit qu'il souffrait 1000 morts. Les infirmières multipliaient les médicaments contre la douleur. Les souffrances de Bobby étaient très intenses. Sur une échelle de 1 à 10, il devait être à 8, car même le drap lui faisait mal et tout le monde s'agitait autour de lui. Si Bobby souffre du syndrome de Guillain-Barré, pourquoi le traitement ne le soulage-t-il pas? Serait-il victime d'une autre maladie mystérieuse que ces médecins ne parviennent pas à identifier? Une chose est sûre, ils doivent rapidement établir un diagnostic, car sa vie est désormais en jeu. À l'automne 1991, une mystérieuse et violente maladie menace la vie de Bobby Curley. Les médecins soupçonnent un syndrome de Guillain-Barré et lui administrent un traitement. Sa famille espère que le diagnostic désormais établi, Bobby sera rapidement sur pied. Mais les terribles souffrances ne cèdent pas. Pourquoi le traitement est-il si inefficace? Tout ce que tentent les médecins ne fait qu'aviver ses souffrances. Il me disait, « Maman, j'ai si mal. Je t'en supplie, ne me touche pas. » Pendant plusieurs jours, l'état de Bobby ne connaît aucune amélioration. Puis, enfin, le traitement commence à agir. Les douleurs se calment et Bobby quitte l'hôpital. Mais sa famille craint qu'il ne soit pas encore sorti d'affaire. Quand Bobby a été autorisé à rentrer chez lui, nous étions frustrés de ne pas savoir ce qui n'allait pas et quel genre de traitement il aurait. L'instinct de Susan ne l'a pas trompé. Quelques jours après avoir quitté l'hôpital, Bobby fait une nouvelle crise. Quand nous sommes allés le voir, il était au lit et pouvait à peine bouger. On a dû pratiquement le porter jusqu'à la salle de bain. Ça nous a terrifiés. C'est là qu'on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Il m'a regardé et il m'a dit « Sue, je t'en prie, appelle le médecin. » À ce moment-là, j'ai compris qu'il était au plus mal et qu'il fallait l'aider. Bobby supplie sa sœur d'appeler une ambulance. À l'arrivée des ambulanciers, il gît sur le sol, pâle, couvert de sueur et secoué par des hauts-le-cœur à répétition. Sa famille est affolée. Bobby est très malade. Il souffre de plus en plus et personne ne semble savoir de quoi. Quand Bobby a été hospitalisé pour la seconde fois, son état n'a pas cessé de se dégrader. Les médecins ne savaient pas ce qu'il avait. Déshydraté, le corps tordu par la douleur, Bobby est conduit en toute hâte aux urgences. Les infirmières qui l'ont soigné quelques semaines auparavant sont frappées par la détérioration si rapide de son état. On aurait dit qu'il avait pris 20 ou 30 ans.
Il était maigre et émacié. On aurait presque cru que ce n'était pas la même personne. Pendant les 10 jours suivants, la souffrance ne laisse pas à Bobby un instant de répit. Il est faible, nauséeux, en proie à des vomissements constants. Sa sœur remarque alors un détail. Il commençait à perdre ses cheveux. J'ai essayé de les lui brosser, mais ça lui faisait trop mal. Cette chute modérée des cheveux est un symptôme de plus. Mais de quoi? Bobby s'enfonce et rien ne semble pouvoir le sauver. J'ai pensé qu'il allait mourir. Il avait manifestement quelque chose de grave. Mais le plus frustrant, c'était que malgré tous nos efforts, personne n'arrivait à savoir de quoi il souffrait, ni comment l'aider. La famille veut faire transférer Bobby dans un autre hôpital. Sinon, il mourra. J'ai appelé le médecin chez lui un dimanche après-midi. Je l'ai supplié d'obtenir un second avis, de nous apporter de l'aide supplémentaire ou alors de faire transférer Bobby dans un autre hôpital. Mais Bobby refuse d'être hospitalisé ailleurs. Il s'inquiétait pour Joanne. À l'époque, elle était en procès pour une affaire concernant sa vie privée. Joanne doit passer beaucoup de temps au tribunal et Bobby craint qu'elle ne puisse plus venir le voir s'il est transféré dans un hôpital plus éloigné. Il n'y a pas si longtemps, quand il était encore en parfaite santé, le couple faisait des projets d'avenir. Suite au décès de son premier mari, imputable à une négligence, Joanne espère percevoir $1 million de dommages et intérêts. Mais cet argent est une source de discorde entre elle et Bobby. Bobby voulait monter sa propre entreprise d'électricité. Et je crois que Joanne ne voyait pas ça d'un très bon œil. Elle préférait consacrer cet argent à des activités de loisirs, du genre bateau ou autre. Mais c'était il y a plusieurs mois. Aujourd'hui, Bobby est au plus mal et ses proches attendent désespérément que les médecins découvrent enfin l'origine de sa terrible maladie. Ils savent que s'il n'est pas transféré immédiatement dans un meilleur hôpital, il n'aura sans doute aucune chance de survivre. Bobby m'a demandé de prendre soin de notre mère. Je lui ai dit, d'accord, mais tu seras là pour nous aider. Il savait qu'il allait très mal. La maladie crée des tensions dans la famille et Joanne est particulièrement à cran. Joanne changeait. À mesure que l'état de Bobby s'aggravait, elle devenait plus irritable. Bobby est enfin transféré au centre médical de Hershey. Quand ils ont transféré Bobby à Hershey, on espérait qu'ils allaient découvrir ce qu'il avait. C'était un meilleur hôpital, plus grand et beaucoup mieux équipé. En dépit de toutes les incertitudes, la famille fonde de grands espoirs dans ces nouveaux médecins. Je pensais qu'il serait capable de découvrir ce qu'il avait et de le soulager. Les médecins de Wilkes-Barre n'ont jamais pu confirmer leur diagnostic. Mais peu de temps après son admission à Hershey, les nouveaux médecins de Bobby comprennent qu'il ne s'agit pas du syndrome de Guillain-Barré. Certains symptômes ne s'y apparentent pas. Normalement, quand on demande à des patients de distinguer entre différents stimuli, une piqûre et une pression, par exemple, parfois ils n'y arrivent pas car ils ne sentent rien, mais ça ne leur fait pas mal. Or, pour Bobby Curley, c'était extrêmement douloureux. Les médecins n'ont aucune idée de ce qui affecte ainsi la santé de Bobby. Ils espèrent que ses antécédents médicaux leur fourniront des pistes. Ils apprennent qu'il est tombé malade quelques mois auparavant. Tout a commencé lors d'un dîner de Pâques chez sa sœur Susan. Toute la famille est réunie, l'ambiance est à la fête, quand tout à coup, Bobby est pris d'un malaise. Joanne et lui étaient venus chez moi à Pâques. Et Bobby ne se sentait pas bien, au point qu'en plein dîner, il est allé s'étendre sur le sofa.
Bobby est rarement malade et ses proches ne s'alarment pas trop. Tout le monde a cru que ce n'était rien de plus qu'une banale grippe. Rétrospectivement, ils savent que c'était la première manifestation de sa terrible maladie. Aurait-il mangé quelque chose qui aurait provoqué ces symptômes? Et si c'est le cas, comment se fait-il que personne d'autre n'ait été affecté? Les médecins sont déconcertés par ces symptômes. Nous étions tous très perplexes. Notre rôle est de traiter les patients et de soulager leurs souffrances. Mais ce cas était très troublant parce qu'on ne trouvait pas l'origine des symptômes. S'agit-il ou non du syndrome de Guillain-Barré? Les médecins décident d'en avoir le cœur net. On m'a demandé de pratiquer cet examen parce qu'il avait des douleurs intolérables aux mains et aux pieds. On espérait que j'arriverais à mettre en évidence des anomalies dans la conduction nerveuse. Le test est un véritable calvaire pour Bobby, comme pour le docteur O'Connell. M. Curley était très agité. Et comme il savait que c'est un examen douloureux pour certains patients, ça n'arrangeait pas les choses. À mesure que l'examen se déroulait, il devenait de plus en plus agité et exaspéré. Il voulait que j'arrête. À la fin, il a menacé de me frapper. J'étais contente d'en avoir terminé et d'avoir pu mener le test jusqu'au bout. Les résultats sont déroutants. Le test permet de savoir s'il y a des lésions nerveuses et si oui, quelle en est la gravité. Le docteur O'Connell a bien repéré quelques anomalies, mais elles ne suffisent pas à expliquer les douleurs intolérables de Bobby. Les médecins y perdent leur latin. C'était dur de voir M. Curley en proie à de telles souffrances. Surtout qu'on ne savait pas ce qui les provoquait, ni comment on pouvait le soulager. Par contre, les médecins sont désormais sûrs d'une chose, il ne s'agit pas du syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie qui commence généralement par une faiblesse motrice des pieds et se développe ensuite de façon ascendante. On observe parfois des anomalies sensorielles au début, mais il s'agit généralement d'un engourdissement relativement mineur, pas de douleur aussi intense. Mais Bobby se plaint à la fois d'engourdissement, de douleur et de picotement dans les jambes. Si ce n'est pas un syndrome de Guillain-Barré, de quoi se meurt-il à petit feu? Les médecins lui faisaient passer des batteries d'examens sans arriver à trouver ce qu'il avait. Et son état se dégradait de jour en jour. En allant voir Bobby le lendemain de son admission à l'hôpital de Hershey, l'un des médecins remarque un détail curieux. Le médecin a vu des cheveux de Bobby sur l'oreiller. Je crois que ça l'a fait réagir. C'est un indice fiable d'empoisonnement par certains métaux. En apprenant que Bobby est peut-être victime d'un empoisonnement, ses proches sont sous le choc. Comment a-t-il pu être empoisonné et par quoi? Ça devait être un poison sélectif qui provoquait des lésions des nerfs sensoriels et pouvait entraîner une chute des cheveux. Le docteur Brennan demande à la famille de l'aider à identifier des produits ou des substances avec lesquelles Bobby a pu s'empoisonner à son insu. Il aidait quelqu'un à rénover un grenier. On a apporté le matériau isolant. Il fumait la pipe, on a apporté sa pipe, puis sa brosse à cheveux, son peigne et tout ce qui était susceptible d'abriter une substance toxique. Les médecins ont analysé toutes sortes d'objets, mais on ne savait pas d'où provenait le poison. Pour être plus près de son frère, Susan s'installe dans un hôtel proche de l'hôpital. Quelques jours après, elle reçoit un étrange coup de fil de Bobby.
Bobby exigeait de me parler. J'ai pris le téléphone et j'ai dit « Bobby, qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « Ça ne va pas » et il s'est mis à tenir des propos délirants. J'ai dit « J'arrive tout de suite ». Quelques minutes plus tard, Susan est de retour à l'hôpital. Elle est horrifiée de ce qu'elle découvre. Bobby est hors de contrôle. La maladie qui ravage son corps semble avoir désormais gagné son cerveau. Bobby Curley est victime d'un poison qui dévaste son corps et affecte son cerveau. Il pleurait de douleur, mais il essayait de toutes ses forces de tenir le coup. Mais comment Bobby a-t-il pu s'empoisonner? Est-ce une substance liée à son travail? Avant d'être hospitalisé, il travaillait à la rénovation d'un laboratoire de chimie dans une université locale. Quand on travaillait dans des laboratoires, on était quotidiennement en contact et sur de longues périodes avec des produits chimiques. Le laboratoire est-il à l'origine de cette maladie mortelle? Les médecins découvrent que leurs patients avaient l'habitude de déjeuner sur place et qu'il apportait chaque jour un thermos de thé glacé préparé par Joanne. Le lendemain, son état empire encore. Ses proches sont fous d'inquiétude. Je suis restée assise devant sa chambre d'hôpital pendant plus de 8 heures. Je pleurais sans pouvoir m'arrêter. Je l'entendais me répéter « Sue, je t'en supplie, aide-moi, Sue ». Quand Susan revient dans la chambre de son frère à toute vitesse, elle est terrifiée par le spectacle. Quand j'ai vu Bobby debout, je n'en croyais pas mes yeux, car je pensais qu'il ne pouvait plus se lever. Je ne sais pas s'il était conscient de ma présence à ce moment-là, mais il a continué à errer dans la pièce. J'ai compris qu'il avait des hallucinations. Il se débattait dans son lit et on ne savait pas si c'était des convulsions dues à sa forte fièvre ou des mouvements nerveux involontaires. Quand il avait les mains libres, il essayait d'attraper des objets imaginaires sous l'effet de ses hallucinations. Susan rentre à l'hôtel et raconte à la famille ce qu'elle vient de voir. Elle m'a dit « Maman, prépare-toi ». J'ai dit « Me préparer à quoi? Est-ce que Bobby va bien ?» Elle a répondu « Oui, mais il est attaché ». J'ai dit « Susan, je ne peux pas le voir attaché. Je ne voulais pas aller dans sa chambre. » David et Susan pensent aussi que c'est préférable. Ils retournent à l'hôpital en promettant à leur mère de la tenir informée. En entrant dans la chambre, ils sont stupéfaits. Aussi brusquement qu'elles étaient apparues, les hallucinations ont cessé et Bobby semble aller beaucoup mieux. Bobby et mon frère David fréquentaient un bar de la région de Wilkes-Barre. David a apporté à Bobby une casquette de baseball de ce bar. On le lui a mis sur la tête, on a fait des blagues, on essayait de s'amuser et de plaisanter avec lui. J'ai apporté de la pizza et du soda et on a passé un bon moment. Bobby était heureux, il semblait apprécier la pizza. Ce qui était bien parce qu'il ne mangeait rien à l'époque. Il a même bu du soda. Il avait besoin d'être nourri autrement que par perfusion. Ils ont fait une sorte de petite fête. Prise par son procès, Joanne passe le plus clair de son temps au tribunal. Mais la famille se réjouit qu'elle ait pu se libérer pour voir son mari enfin en meilleure forme. Car les Curley ont remarqué qu'à mesure que la maladie de Bobby s'aggravait, Joanne devenait plus distante. Elle venait à Hershey le plus souvent possible, mais pas constamment. Et quand elle était là, elle avait l'air d'être en visite.
Elle ne semblait pas s'inquiéter de ce qui allait arriver à Bobby. Pourtant, ce jour-là, elle est présente à la petite fête aux côtés de son mari. Et quand il n'y a plus de soda, elle propose d'aller en chercher au distributeur. Lorsqu'elle revient dans la chambre, la famille décide qu'il est temps de partir pour laisser Bobby se reposer. Mais Joanne ne veut pas s'en aller tout de suite. Elle veut s'assurer d'une dernière chose, que Bobby mange encore un peu. Quelques heures plus tard, il est à nouveau en proie aux pires souffrances. D'où viennent donc ces crises si douloureuses? C'était très dur en tant que médecin de voir ces changements brutaux, surtout dans un contexte aussi mystérieux, quand on ne savait pas à quoi ils étaient dus. Bobby semblait aller un peu mieux. Qu'est-ce qui a pu provoquer cette soudaine rechute? Le lendemain matin, il est victime d'un arrêt cardiaque. Médecins et infirmières tentent par tous les moyens de le réanimer. On n'arrivait plus à trouver un rythme et à le maintenir, malgré plusieurs défibrillations. Il avait une fièvre élevée et ne répondait à aucun médicament. Ils parviennent à sauver Bobby, mais celui-ci reste à demi inconscient. Les médecins ne s'expliquent toujours pas de quoi il souffre. Nous soupçonnions un empoisonnement soit à l'arsenic, soit au thallium. Mais on ne pouvait le confirmer qu'après avoir vu les résultats des analyses d'urine qui avaient été envoyés dans un laboratoire de toxicologie. Le délai, bien que court, semble interminable à la famille. À la lecture des résultats, les médecins sont sidérés. Il confirmait la présence de très grandes quantités de thallium dans son organisme. Le thallium est un métal lourd que l'on peut trouver dans la nature en petite quantité. Autrefois utilisé pour exterminer les rongeurs, l'usage en a été interdit des années auparavant. Ce n'est pas une substance qu'on rencontre tous les jours, car le thallium a été retiré de la vente il y a très longtemps. Les médecins sont de plus en plus surpris. Comment Bobby a-t-il pu être exposé à de telles quantités de thallium? Sa famille n'a guère d'explication. Joanne l'a regardé avec des yeux interrogateurs en disant « Du thallium ?» Elle n'en avait jamais entendu parler. Moi, pas davantage, et ma famille non plus. Les médecins interrogent la famille. Joanne finit par leur dire qu'il n'y a qu'une explication possible. À l'époque où Bobby est tombé malade, il travaillait sur un chantier dans le laboratoire de chimie d'une université locale. Joanne a tout de suite dit que ça devait venir de là. Mais comment le poison a-t-il pu envahir le corps de Bobby? Le thallium est un métal qui pénètre dans le corps très facilement. Il est inodore et sans saveur, ce qui fait qu'on peut en absorber de grandes quantités sans même s'en rendre compte. L'empoisonnement au thallium peut se faire par simple contact, inhalation ou ingestion. Bobby a-t-il été contaminé au laboratoire? Ses collègues de travail ont-ils aussi été touchés? Les autorités sanitaires procèdent à une inspection du laboratoire. On découvre dans une réserve 5 récipients contenant du thallium. Mais vérification faite, il n'y a aucune fuite accidentelle et aucune trace de thallium dans le laboratoire. La famille craint le pire. Quand on a appris qu'il y avait des flacons de thallium dans le laboratoire universitaire où Bobby avait travaillé, on s'est dit que les ouvriers avaient dû jouer avec et qu'ils avaient été imprudents. On n'en était pas sûr, mais c'était une hypothèse qui paraissait vraisemblable.
S'ils ignorent encore comment Bobby a pu être empoisonné, les médecins espèrent pouvoir débarrasser son organisme du poison mortel, car c'est sa seule chance de survie. J'ai administré un traitement par chélation qui permet de fixer les toxines pour les excréter. J'espérais qu'en éliminant le thallium, nous éviterions que l'état de M. Curley ne s'aggrave. Hélas, il est trop tard. Les médecins ne peuvent plus rien pour Bobby. Le poison a causé trop de dégâts. Les médecins nous ont dit qu'il n'y avait plus aucune activité cérébrale. Et plus la moindre chance de guérison. Ils ne pouvaient plus rien faire. Bobby allait mourir. J'étais bouleversée et totalement perdue. On ne savait pas quoi faire. Alors on a prié. Joanne doit prendre la difficile décision de faire débrancher le respirateur de son mari. J'en étais très affectée. Nous aurions voulu que Bobby vive encore un peu. Je trouvais que c'était trop tôt pour qu'il parte. Toute la famille se rassemble autour de lui. Ce jour-là, on a entouré Bobby. On est resté auprès de lui. On a pleuré, on s'est serré dans nos bras. On lui a tous fait nos adieux. Le calvaire de Bobby Curley touche à sa fin. Quelques heures plus tard, il rend son dernier souffle. Mais une question terrifiante reste en suspens. Comment a-t-il été empoisonné? Peu après la mort de son mari, Joanne aborde le docteur Donovan hors de l'enceinte de l'hôpital. Elle lui demande de faire des tests de recherche de thallium sur elle-même et sur sa fille. Nous ignorions encore d'où venait le thallium qui avait empoisonné M. Curley. Et il était possible qu'il provienne de son domicile, où sa fille et elle pouvaient y être exposées. Les craintes de Joanne se confirment. Les analyses révèlent la présence de thallium dans son organisme et dans celui de sa fille. Les taux de thallium détectés chez Joanne Curley et sa fille étaient trop faibles pour provoquer des symptômes, mais néanmoins bien supérieurs à la normale, ce qui confirmait qu'elles y avaient été particulièrement exposées. Mais la quantité de thallium retrouvée chez Bobby est franchement astronomique. Comment a-t-il pu en absorber autant? S'agit-il d'un accident, d'une blague qui a mal tourné ou d'un meurtre? Quelqu'un cherche-t-il à empoisonner sa famille? Après des mois d'agonie, Bobby Curley est mort des suites d'un empoisonnement au thallium. Mais personne ne sait pourquoi, ni comment. Il fallait que je sache qui avait fait ça à mon frère. Bobby avait enduré une véritable torture. Il souffrait tellement que c'était insupportable à voir. Et je voulais savoir qui lui avait fait une chose pareille et pourquoi. Les enquêteurs ont retrouvé 5 flacons de thallium dans le laboratoire de chimie où Bobby a effectué des travaux. Mais rien n'indique que c'est là qu'il a été exposé accidentellement à la substance mortelle. Pour vérifier cette hypothèse, ses collègues de travail sont aussi soumis à des tests de recherche de thallium. Les résultats sont négatifs. Bobby Curley a-t-il pu être victime d'une mauvaise blague de ses collègues? Quelqu'un lui a-t-il délibérément fait absorber du thallium? Bobby était un bon électricien. Il s'entendait bien avec la plupart des ouvriers. Entre eux, ils se faisaient beaucoup de blagues. Ça allait parfois trop loin. Ils avaient l'habitude de se jouer des tours. La police ouvre une enquête sur la mort de Bobby Curley. Nous avons mis sur la liste des suspects tous les gens qui pouvaient l'approcher durant cette période. Joanne déclare aux enquêteurs que Bobby s'entendait mal avec certaines personnes, notamment à son travail. Quelques-uns ne l'aimaient pas parce que malgré son jeune âge, il avait déjà un poste à responsabilité. Joanne remet aussi à la police des objets que Bobby utilisait sur les chantiers.
ses vêtements de travail, un sac à dos et le thermos qu'il emportait chaque jour avec lui. Le thermos révèle la présence de thallium. Joanne a une explication. Elle lui faisait du thé glacé à la maison. Il l'emportait sur le chantier, dans un thermos, qu'il rapportait le soir. Elle récupérait le reste de thé glacé et en buvait avec lui au dîner. Cela permettait d'incriminer un collègue qui aurait versé le thallium dans le thermos. Et cela expliquait qu'elle ait été aussi exposée. Les enquêteurs découvrent 2 autres thermos, dont un contenant aussi des traces de thallium. Mais l'un des collègues de Bobby affirme n'avoir jamais vu ces thermos. Bobby apportait toujours le thé glacé que lui préparait Joanne dans un thermos rouge et blanc. Si Bobby n'a pas été contaminé au laboratoire, d'où vient le poison? Les enquêteurs recherchent des traces de thallium au domicile du couple. Ils détectent la substance dans un coin du sous-sol. Il est très difficile de trouver du thallium. Il a été interdit il y a pas mal d'années et on n'en trouve que dans les anciens produits de dératisation, dans les laboratoires de chimie ou dans l'industrie. Le produit dératisant était utilisé dans les années 60 par d'anciens occupants à qui la grand-mère de Joanne louait la maison. Bobby se serait-il empoisonné chez lui? Les enquêteurs font analyser des échantillons de ses cheveux par un expert médico-légal. Cette fois, ils ont besoin d'informations plus détaillées. Ils espèrent pouvoir dater l'empoisonnement pour tenter de mieux comprendre ce qui s'est passé. L'analyse des cheveux permet de savoir quand le poison a été administré. En analysant une portion de cheveux située tout près de la racine, on peut déduire ce qui s'est passé quelques jours auparavant. En prélevant un segment près de la pointe, en l'occurrence un cheveu de 19 cm, ça permettait de remonter jusqu'à 1 an auparavant. En le sectionnant et en analysant chaque segment, on a pu reconstituer la chronologie des faits. Quiconque a empoisonné Bobby Curley a pu agir sur une longue période en ciblant spécifiquement sa nourriture et sa boisson. Or, la seule personne en mesure de faire cela était Joanne Curley elle-même. Mais pourquoi Joanne Curley aurait-elle voulu empoisonner son mari? La famille de Bobby pense avoir la réponse. M. Curley avait une assurance vie d'environ 300 000 $, dont elle était l'unique bénéficiaire. En outre, elle était en procès au civil pour dommages et intérêts suite à la maladie de son premier mari. Et tout le monde savait qu'elle en attendait une importante somme. Ce montant, estimé à $1 million, était une source de friction entre Bobby et sa femme quant à l'usage qu'ils en feraient. Mais $1 million ne suffisait pas à Joanne. Il lui fallait aussi l'indemnité d'assurance vie de Bobby. Les enquêteurs concluent qu'elle a commencé à empoisonner son mari peu après leur mariage, bien avant qu'il ne commence à travailler au laboratoire de chimie. Elle n'a pas hésité à poursuivre ses desseins meurtriers jusque dans l'enceinte de l'hôpital, alors que les médecins tentaient désespérément de sauver Bobby. Et elle s'est servie pour cela d'un poison mortel oublié depuis des années au fond d'un sous-sol. Joanne Curley a découvert le poison au thallium. Elle en a mis un peu dans une enveloppe et acheté le reste. Or, si le sel de thallium est un poison extrêmement toxique pour les rats, il l'est tout autant pour les humains. Inodore et sans saveur, le poison était facile à mélanger au thé glacé de Bobby. Sous le masque d'une épouse aimante et dévouée, Joanne avait décidé froidement de faire mourir son mari dans des souffrances atroces. Après avoir accompagné Bobby dans sa longue agonie,
Sa famille reste avec son chagrin et ses souvenirs. Elle n'avait pas à faire ça. Bobby était un bon mari et un bon père pour sa belle-fille. Elle nous a enlevé un être très cher.